Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. C'est la fin d'année. Pas de critique de film maintenant, là tout de suite. On va parler de plusieurs films, mais on va pas critiquer un film en particulier. On va parler de la crème de la crème. C'est l'heure du bilan, les 10 meilleurs films de l'année 2020. Ah, il y a eu des films en 2020 ? Il y en a eu. D'accord. Autant que les autres années, non. Mais il y en a eu. Mais quand même, on a eu la chance d'avoir les salles réouvertes de juillet à fin octobre, quand même. Exact, oui. Donc ça a quand même fait 4 mois. 4 mois plus les 3 premiers. Allez, 2 mois et demi. On est quand même, ça va, on a eu la moitié de l'année de films. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le jour où les cinémas vont réouvrir, on touche du bois, on aura beaucoup de boulot là, parce qu'il y a tous les films qui sont en train d'être poussés au même moment. Mais ils ont décalé ce qu'il y a derrière aussi en conséquence. C'est-à-dire pas mal de films qui devaient sortir en 2021 qui sont reportés à 2022. Donc ça va être un peu l'embouteillage parfois, mais pas trop non plus, parce que les mecs sont pas suicidaires. Ils savent bien que si surtout en même temps, c'est ça, quoi. Terminé. Top Gun, Mission Impossible, boum boum boum, tout. Ouais. Tout en le même mois de juillet, ça va être sympa. Moi, tu peux mettre autant de Tom Cruise que tu veux, c'est pas un souci. C'est pour ça que je le disais, parce que je sais que c'est une référence pour toi. Du coup, 10 films qui sont, pour la plupart d'entre eux, enfin une partie d'entre eux, à regarder en VOD ou en streaming ou quoi, parce qu'ils sont sortis déjà un petit temps, ou bien ils sont disponibles même en Blu-ray ou autre. Donc ça, c'est quand même bien aussi pour les vacances de pouvoir se rattraper ces films-là, si vous ne les avez pas vus, si vous n'avez même pas entendu parler de ces films-là aussi. Allons-y, je propose. On commence par le 10e. Oui. Film dont on a parlé très récemment, il y a 2 semaines même. Alors là, c'était tout chaud, hein, tout frais, tout chaud. C'est Sound of Metal de Darius Marder, film qui était sorti du coup, qui est sorti il y a quoi, sur Prime Video début décembre ici en Belgique, et on le rappelle qu'il sortira en salle en France fin janvier. Ouais, en janvier 2021 du coup pour les Français, c'est un film 2021, pour nous c'est un film 2020. Bref, vous l'aurez compris, cette fameuse 10e place pour Sound of Metal, qui raconte du coup l'histoire d'un homme qui s'appelle Ruben, qui est batteur dans un groupe de rock avec sa compagne Lou, et il va avoir un problème d'acouphène et il va perdre progressivement l'audition, même rapidement l'audition, et ça va du coup changer complètement sa vie. En 2 mots, ce film-là, pourquoi il nous avait plu ? Parce que c'est le premier film de Darius Marder en tant que réalisateur. Et Darius Marder, c'est le scénariste qui travaille avec Direction France pour The Place Beyond the Pines, pour The Light Between Oceans, etc. Pas The Light Between the Ocean, mais le suivant par contre, donc j'ai oublié le titre, mais effectivement, The Place Beyond the Pines, c'était bien écrit par Darius Marder. Voilà, donc un film qui est à la fois très authentique dans une Amérique qu'on ne voit pas tous les jours, avec des personnages qui sont toujours très bien construits, où on y croit vraiment, et Riz Ahmed qui joue ce jeune batteur qui perd l'audition était très très convaincant dans le film. Ouais. Avec une super mise en scène, gros travail sur le son évidemment, qui est primordial, gros travail de montage aussi, donc non, vraiment c'était très très bien, c'était une jolie surprise qu'on n'attendait pas trop. Et voilà, donc 10e place, complètement méritée, je pense. Complètement méritée pour ce film qui d'ailleurs s'est fait remarquer à plusieurs festivals de par le monde. Et c'est vrai qu'avec une distribution un peu plus large, peut-être que les gens auraient un peu plus parlé de ce film-là. Mais il est disponible maintenant sur Amazon Prime. Forcément, les médias francophones, et français surtout, n'en ont pas encore parlé. Donc voilà, c'est normal. C'est normal. Mais en tout cas, à découvrir sur Amazon Prime Vidéo en Belgique. 9e film, on avance déjà. Encore un film qu'on a vu tous les deux, Guillaume. Parce que je l'ai vu. T'as quand même pas vu énormément de films cette année. Ah non. Enfin, je l'ai dit comme d'habitude. Moins que d'habitude. Non, mais non, moins que d'habitude. T'as vu combien de films cette année ? J'ai pas compté. Genre 200, 300 Plus, voilà. Oui, j'en ai vu. Mais non, alors attends, c'est parce que avec mes 2 boulots, j'ai vu 800 films. Mais oui, d'accord, mais on enlève les courts-métrages. Mais un peu moins aussi cette année, un peu moins de 300, je pense. Encore là, on parle que des nouveaux films, parce que parfois tu reviens des vieux films en Blu-ray ou autre. Oui. Non, mais alors je suis à 8 films, à 1000 films cette année alors. Hein. Ah là là. Mais moi, je crois que j'ai vu plus ou moins le nombre de films qui est dans le chiffre qui est dans le titre de ce film-ci. 85 films, à mon avis, cette année, parce que c'est Été 85 de François Ozon. Ça, c'est le 9e film dans la liste. T'as bossé tes transitions. Et j'ai fait un stage nostalgie. Donc, Été 85 de François Ozon, film avec Félix Lefebvre et Benjamin Voisin, film qui était sélectionné au Festival de Cannes 2020. Il avait le cachet, en tout cas. Le label. Le label, même si, bon, il n'y avait pas de festival. De quoi parle ce film-là ? Ça parle de Alexis, qui a 16 ans, sur le bord de la mer en Normandie, qui, en gros... au Tréport, qui rencontre David, 18 ans, un chouette mec un peu rebelle avec sa moto, beau gosse. Et sa veste en cuir. Exactement, ils vont commencer, vous l'aurez compris, à avoir une relation amoureuse qui
qui va avoir des problèmes, bien sûr. Quand il était, tu vois, c'est l'été sur la plage, alors on vous le dit. C'est un peu ce genre de truc-là, sauf que forcément, bah oui, ça nous parle des années 85, avec cette musique qui est omniprésente dans le film, cette bande-son qui a été choisie par Ozon. Et vraiment un film qui, bah, voilà, a l'air assez simple comme ça quand on en parle, hein, mais qui respirait vraiment je sais pas, on y croyait à cet été 85, à cette relation, à cette espèce de tension amoureuse entre deux garçons. C'était vachement saisissant et je m'attendais pas à aimer autant un film de François Ozon parce que j'ai pas toujours aimé son travail. Oui, c'est clivant, en tout cas. C'est clivant, mais en tout cas chez nous c'est 9e. Bah, été 85, c'était une très belle réussite. Et puis, je pense qu'au moment où on a vu ce film-là, on sortait du confinement aussi, ETA. On était rapprochés, toi et moi, à ce moment-là. C'était l'été, il faisait chaud. Non, mais voilà, forcément, t'es dans une... Après être resté des mois et des mois enfermé, c'est le début de l'été, le film est sorti au moment où il devait sortir de toute façon. C'était le moment idéal, voilà. Et ça se mettait super bien, et c'était une très belle histoire. Je pense qu'il aurait été en compétition à Cannes. Là, ils ont juste donné un label cette année à tous les films. Ils n'ont pas fait de vraie sélection. Oui, c'est clairement, il était en compète celui-là. Et voilà, ça aurait été. En tout cas, c'est un film qui a fait du bien. Voilà. Ouais, film à rattraper, je pense d'ailleurs sur Suno en Belgique. Il est disponible sur il la doit être plateforme. dispo en VOD sur pas mal de plateformes, ça c'est sûr. Donc ça, c'est l'avantage, comme je disais, c'est que ces films sont rattrapables pour la plus grande partie d'entre eux. Autre film qui est rattrapable aussi, bien sûr. Une petite gemme. Une petite gemme. On va faire vraiment tout le truc comme ça. Écoute, challenge accepted. Ah là là. Oui, disponible sur Netflix. Disponible sur Netflix depuis le 31 janvier 2020. Donc lui, ça fait un petit temps. Des frères mais comme Safdie. quoi, les films de début d'année restent là, forcément, vu que c'est des films qui sont destinés aux Oscars en général, aux cérémonies de récompense. On y revient toujours au film de début d'année. En l'occurrence, ça c'est un Oscar qui était destiné à Adam Sandler, Adam, quel génie, qui est venu nous livrer une performance sortie de nulle part après quelques films un peu perchés sur des comédies avec des coiffeurs. Ouais. Là, il nous fait un film tout dans l'intensité, l'espèce de rapidité new-yorkaise, enfin comme les frères Safdie savent si bien la montrer, cette espèce de violence urbaine, si je puis dire, mais pas. Tu comprends ce que je veux dire. On parle d'Uncut Gems, parce qu'on n'a toujours pas dit le titre quand même. Oui, si. Non. T'as dit en parlant de James. Ah ok, d'accord. On n'a pas dit le titre. Uncut Gems, tout à fait. Je l'ai pas revu, je voulais le revoir là, avant d'enregistrer, mais bon, je regarde plein de trucs en ce moment, voilà. Mais j'ai très envie de le revoir, je te le cache pas, parce que clairement le gars et Adam Sandler, il a fait de ces films incroyables et des prestations incroyables. Et là, clairement, effectivement, c'est un film, c'était pour lui, quoi. Il est génial dans le rôle de ce vendeur de bijoutier juif new-yorkais qui parie de l'argent à gauche à droite, qui fait n'importe quoi. Hein. Ouais. C'est marrant parce que c'est un personnage qui est quand même assez intelligent, mais qui est très con aussi, quoi. Vraiment, il fait pas les choses à moitié. C'est le genre de film où on voit le personnage et on se dit mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? Voilà, pendant tout le film. Mais qu'est-ce qu'il est con ? Pourquoi tu fais ça ? Mais non. Ouais. Et on voit les conséquences à chaque fois. Et le pire, c'est que parfois tu te dis que ce qu'il prépare, ça va marcher. Tu dis, sur un malentendu, ça peut passer. Et ça peut être un coup de génie en fait. Mais oh là là. Bref. C'est un film qui parle aussi forcément des paris, de l'argent, de tout ce sentiment-là qui peut rendre ivre, n'est-ce pas, Thibaut ? Oui. Et là, on passe au 7e film du coup, si je me trompe pas. Donc on a fait 10, 9, 8, 7. Et c'est Drunk, Thomas Vinterberg, qui est sorti au mois d'octobre chez nous. Ouais, alors on triche parce que finalement il est toujours pas sorti chez nous. Vu qu'il devait sortir la semaine où ils ont fermé les cinémas. Donc cette année on triche sur tout. Voilà. On triche un peu, mais en tout cas c'est un film de Thomas Vinterberg, également avec le label Cannes, avec Mads Mikkelsen forcément, qui dit Thomas qui a tout raflé, hein. Il a raflé le prix d'interprétation à San Sebastian avec le reste du casting, mais il a gagné le prix du meilleur acteur seul aux European Film Awards qui ont lieu chaque année. European MTV Awards. Non, mais les European Film Awards qui récompensent le meilleur du cinéma européen chaque année. C'était encore, enfin cette année c'était en ligne. Je pense que ça devait être en Islande, mais en général c'est à Berlin. Et voilà, oui, Mads Mikkelsen qui a remporté ce prix du meilleur comédien. Il en a déjà gagné quelques-uns quand même, des prix du meilleur acteur. Hein. Oui, mais il les mérite pas.
terriblement bon, et surtout dans ce film-ci, pour rappel, il s'agit de 4 amis qui décident de se lancer un peu dans un pari fou, une théorie, une expérience où en fait chaque jour il faut avoir un certain degré d'alcool dans le sang pour vivre heureux. 0,5 minimum. 0,5, mais peut-être que cette dose va monter au fur et à mesure, mais du coup voilà, vous comprenez déjà où ça peut mal tourner, ce genre de film-là. C'est pas où, c'est quand. C'est où et quand d'ailleurs. Donc voilà, parce que ça va mal tourner. Un film assez intéressant sur justement l'excès et forcément l'homme qui devient adulte, l'homme qui passe la crise à la quarantaine, l'homme dans son identité masculine. Qu'est-ce qu'un homme aujourd'hui, n'est-ce pas Thibaut ? Oh là là là. Ça devient compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un homme n'est pas une petite fille. Oh non. Non, ça passe pas. Il passe pas celui-là, je suis désolé. Non, c'est beaucoup plus sérieux là. C'est Petite Fille, le documentaire Arte, qui était un documentaire poignant, Thibaut, que tu avais vu, et beaucoup d'entre vous qui écoutaient le podcast avaient réagi d'ailleurs sur notre chaîne YouTube à cette critique-là. Ouais, vous avez pas mal réagi, donc ça c'était très chouette. Film qui va quand même sortir en salle normalement en 2021, parce que voilà, comme je l'avais expliqué dans la critique, que vous pourrez retrouver sur le site, ou si Guillaume fait bien son boulot dans la description. Merci. Mais en général, quand on dit ce genre de choses, vous retrouverez le lien dans la description, vous retrouvez jamais le lien dans la description. Participez au concours. Milo. Ouais. Non, mais non, ici c'est le top. On va remettre tous les liens. En tout cas, pour ceux qui écoutent sur YouTube, on va remettre les liens dans la description. Et comme je disais, Arte de temps en temps diffuse un film avant sa sortie en salle. Donc voilà, techniquement c'est un peu triché. Le film sortira l'année prochaine comme prévu. Mais voilà, il a déjà bénéficié d'une diffusion en télévision et le film est toujours disponible sur le site d'Arte pour l'instant. Donc jusqu'à fin janvier, je pense. Donc n'hésitez pas à aller voir ça sur Arte Replay. Rappelons juste 2 minutes de quoi ça parle, forcément, parce que... Oui, c'est un documentaire sur Sacha, petite fille transgenre, petite fille coincée dans un corps de garçon, et qui depuis déjà l'âge de 3-4 ans... Ouais, c'est ça. C'est qu'elle est une fille, si je puis dire, et au moment où le documentaire se déroule, elle a 8 ans. Mm-hmm. Et voilà, et sa mère, c'est Karine, entame des démarches un peu plus concrètes, parce qu'elle aimerait bien que Sacha puisse être une petite fille normale, avec une vie normale. Exact. Et donc pour ça veut dire pouvoir s'habiller en fille, être acceptée comme fille légalement, et donc, ou en tout cas pas légalement d'ici là, en tout cas à l'école, etc. Donc dans sa vie de tous les jours, être acceptée en tant que fille. Et pour ça, il faut aussi je vais pas dire une preuve, mais en tout cas une... Ouais. Tout un combat administratif aussi, mine de rien. Oui, mais des documents médicaux qui expliquent ce processus, qui expliquent la logique, qui disent comment les choses sont. Donc voilà, c'est un combat effectivement que la famille doit entamer pour faire reconnaître Sacha comme la petite fille qu'elle est. Et c'est un film absolument magnifique, bouleversant. Je pense que beaucoup de monde a dû aimer ce film. Et très actuel, vous l'aurez compris, c'est vraiment le genre de film qui vient épauler d'ailleurs le nombre de fictions. Il y a beaucoup de fictions qui parlent de ce sujet-là ces temps-ci. Et voilà, du coup, un documentaire qui plonge dedans et qui le fait très très bien. On passe tout de suite au 5e film de notre top 10. Déjà, et on file là. Et on fait ça bien, le temps, là. Comme ça les gens ils peuvent écouter et puis vous savez directement de quoi on parle. On a déjà fait les critiques, vous pouvez réécouter à chaque fois les critiques, ça qui est bien. C'est que vous pouvez à chaque fois, dans la description, vu que je vais bien faire mon travail. Oui, je pense on a parlé de tous les films de toute façon, donc oui. Il n'y a pas de film que vous retrouvez dans le top dont on n'a pas parlé. Donc là, vous avez l'occasion de tout voir, et l'avantage avec le nouveau format de Cinécast cette année, c'est que c'est film par film, donc c'est facile à retrouver. Du coup, 5e film que j'ai revu il y a pas longtemps. Ah ouais? Parce que j'ai acheté le Blu-ray 4K. Ah, en 4K carrément. Tu me prêteras le jour où j'aurai une machine qui permettra de lire ces Blu-ray-là, n'est-ce pas? Avec grand plaisir. 1917 de Sam Mendes. Oui. Rapidement, quand on l'a vu, du coup, ça fait 1 an qu'on l'a vu, ce qui est sorti début janvier. 15 janvier, ouais. Je dis, oui, je l'ai vu début décembre, quelque chose comme ça. À Noël, un truc comme ça. Ouais. C'est fort. Dès ce moment-là, on savait que c'est un film qu'on retrouverait dans le top de fin d'année de l'année suivante, parce que c'est un vrai tour de force qui a été réalisé. Et j'ai regardé les bonus du film. Oui.
C'est pas facile, hein. Non. Parce que pour rappel, donc c'est un soldat lors de la guerre 14-18 deux soldats qui doivent délivrer un message à des forces qui sont en première ligne. D'une tranchée à l'autre, en fait, pratiquement. Oui, sauf que ils ont changé de position. Enfin, les autres sont dans des positions différentes. Bref, dire d'annuler l'attaque qui est prévue le lendemain parce qu'ils vont tomber dans un piège des Allemands. Et donc c'est un type qui court toute la journée, toute la nuit pour aller prévenir ces gens et qui est filmé en plan séquence, en faux plan séquence évidemment. Ça aurait été un peu complexe. Sinon le film durerait des heures. Mais oui. Mais voilà, tu vois pas trop les coupes, tu devines parfois où elles sont, mais globalement, c'est très bien foutu. Il y a une construction narrative qui est très jeu vidéo-esque. Donc c'est ça aussi le reproche que certaines personnes ont pu faire à ce film-ci. C'est presque un FPS. Non, t'as l'impression d'avoir les cinématiques d'un jeu vidéo pendant 1h50, et voilà, et puis tu passes comment dire en anglais, une set piece à l'autre, hein, tu vois, le champ de mine, le truc, le bazar, la petite maison. Et on avance comme ça au fur et à mesure du film avec les personnages, donc ça fait très jeu vidéo. Ça fait un peu Call of Duty 2, quoi. Non, plutôt Last of Us ou des trucs comme ça, mais mélangé à un mode narratif différent. Et donc, du coup, pour ceux qui ont l'habitude des jeux vidéo, ils vont s'y reconnaître, ils vont dire tiens, c'est marrant, j'ai l'impression d'être un peu dans le même état d'esprit. Ceux qui ont plus l'habitude des films de guerre de papy vont être un peu plus perdus. En tout cas, c'est quel mon père d'ailleurs, qui trouve le film un peu bizarre. Il dit c'est un peu bizarre, on dirait un jeu. Voilà, et moi j'étais là, c'est cool. Donc, à mon avis, il y a un format qui peut diviser, mais il s'agit là à la fois. Belle reproduction de la guerre parce que c'est bien foutu, enfin tu vois, tu t'y es, mais en même temps il s'agit de cette espèce d'attraction, donc on est vraiment du cinéma spectacle avec un propos, donc c'est 1917, 5e dans notre top 10. On passe au 4e, hein, avec ce rythme là, ça file, on avance bien. Tu es on fire, Guillaume. On fire, mais c'est pas le titre du film ici. Le titre du film, c'est un film dont tu as parlé plusieurs fois, Thibaut, cette année. Et je vais en parler encore une fois. Un film de Rodrigo Sorogoyen. Donc c'est Madre, hein, un film qui est sorti au mois de juillet 2020. Ouais. Film qui t'a bouleversé au point où tu m'en as parlé plusieurs fois. Oui, ce qui est le plus bouleversant dans le film, c'est la première scène en fait qui était tournée comme un court-métrage. Parce qu'à ce moment-là, Sorogoyen n'avait pas encore réussi à financer son film. Et donc, il a d'abord fait la première scène comme court-métrage. Et puis après, c'est grâce à ça qu'il a pu financer le film en tant que tel. Scène filmée en plan séquence qui est incroyable, où tu découvres la disparition de l'enfant de cette dame, Elena, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai pas repris la fiche du film. La femme, c'est Elena, ouais. Voilà. Et son fils, c'est Jean, si je dis pas de bêtises non plus. Pas marqué dans son fils. Ah, désolé. Bref, je pense que c'est Jean. Il avait quel âge 6 ans. Bref, t'as la disparition de cet enfant. Elle est au téléphone avec lui à ce moment-là, en fait. Au moment où il va on suppose se faire kidnapper. Et donc, cette scène-là était très 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 forte. Et le film raconte ensuite, des années plus tard, où Elena a déménagé, elle habite en France, dans la région où son fils a potentiellement disparu, si je dis pas de bêtises. Les Landes, oui. Dans les Landes, exactement. Et donc, un jour, sur la plage, elle pense le reconnaître. Voilà. Et le film, c'est tout ça que ça raconte. Exactement, toute cette obsession qui peut naître de cette perte et de cette disparition, hein. Ça va un peu penser à la série Missing. Je sais pas si tu avais déjà vu cette série britannique. Je n'ai pas vu, mais je vois bien ce que c'est. Voilà, qui était pas mal du tout, d'ailleurs. Mais bref, Madre, grand film. Rodrigo Sorogoyen, c'est un réalisateur à suivre, tout simplement. Plus que suivre. Donc, mais tout ce qu'il fait est génial, donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à rattraper tout ça et à écouter notre critique dans la description. On arrive au top 3. Thibaut, ça va, t'es déjà prêt? On top 3 et la 3e place du podium. Vous vous demandez quand est-ce qu'il arrive, hein, ce film, parce que vous savez qu'il est en top 10. Il s'agit de Tenet de Christopher Nolan. Quoi, Tenet n'est pas premier? Non, Tenet n'est pas premier. Film qui a divisé pas mal quand même. Il est sorti du coup cet été au mois d'août en Belgique et en France. C'était un peu le film qui espérait faire venir tout le monde en salle, mais je pense qu'il s'est trompé quelque part. C'est-à-dire qu'il y a un peu un truc qui s'est perdu, Lost in Translation avec Tenet. Hein. C'était un peu
Les gens n'ont pas tous compris de quoi il s'agissait. Alors forcément, le film n'est pas hyper simple à comprendre, ça c'est une chose. Tu dis ça, mais on a reçu un commentaire YouTube il y a quelques jours. Vous êtes trop cons les gars. Ouais, vraiment. Alors tu sais, dans tous les commentaires, t'as des gens qui débattent des explications et tout, et puis t'as là ce type, franchement, vous êtes vraiment débile, vous avez rien compris. De temps en temps, ça c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est vrai que vous êtes beaucoup à avoir laissé un commentaire sur cette vidéo-là, à l'analyse du film et tout, parce que c'est vrai que ce film, comme tous les films de Christopher Nolan, sont des films où il y a beaucoup de discussions par après. C'est ça l'avantage d'un de ces films-là, c'est qu'on n'en ressort pas indemne. Et très clairement, c'est pour ça qu'il est en top 3 d'ailleurs, c'est parce que voilà, ça reste du Christopher Nolan, ça reste du spectacle. C'était de cette année, c'était un des films les plus grands spectacles qu'on ait eu, de toute façon. C'est sûr. Enfin, c'est peut-être même le plus grand spectacle qu'on ait eu. Mm-hmm. Et puis, il y a quelque chose qui se passe, que t'aimes pas, peu importe. Exact. Mais ça cogite. Tu peux pas juste là être passif et ah oui, bon, ok. Voilà. Donc on peut pas exclure Tenet du top 10 ou du top 3 de cette année-ci, parce que, comme tu le dis, même si on peut être en désaccord sur certains points du scénario ou voilà l'ambition de Christopher Nolan qui joue peut-être un peu trop avec les codes du temps et tout, et qui nous perd peut-être au passage, ça reste un film qui est une vraie claque, et c'est une leçon de mise en scène. Enfin voilà, il pose ses 1 sur la table, comme on dit, avec ce film-là, comme c'est tout le temps le cas avec Christopher Nolan. Il aime bien montrer qu'il sait faire des films. Ouais. C'est pas le plus émotionnel de ses films, c'est pas non plus le plus facile à regarder. Mais on sait que l'émotion, c'est son gros point faible à Nolan. Non, mais Interstellar, il avait réussi un peu plus, mais voilà, c'est pas Inception, c'est pas voilà, mais c'est une expérience à part entière. Et John David Washington qui porte le film sur ses épaules, et Dieu sait que c'est pas évident. Ouais, mais n'oublie pas trop vite Robert Pattinson quand même, s'il te plaît. Rob. Et ça c'est pour les fans. On laissera le soin à tout le monde de laisser une petite lettre à Robert Pattinson, qui s'est bien fait remarquer aussi cette année d'ailleurs. Hein. Avec Batman. 2020, parce qu'il y a eu The Lighthouse aussi, puis il y a eu ça, donc voilà. Donc maintenant il arrive en Batman, donc là, à mon avis, la prochaine décennie, c'est la sienne. Robert est là. Bon, il a déjà bien géré celle-ci, hein. Oui, il s'en sort plutôt pas trop mal. Il a une carrière assez incroyable. On le dit à chaque fois, hein, mais bon, c'est comme ça. Autre film numéro 2 déjà. Oui. Et là aussi, c'est un film, quand tu m'en avais parlé, tu tapais un peu sur la table à ce moment-là. Tu disais, Guillaume, attention, là, ça va être du lourd. Là. Tu n'as toujours pas vu, d'ailleurs, je parie. Bien sûr, je l'ai rattrapé, j'ai repassé dans ma chambre. Baby Teeth, film du coup américain dans ce cas-ci, de Shannon Murphy. C'est pas américain? Mais non, c'est australien. Oh, excusez-moi. En plus, sur l'affiche, il est marqué Taïwan, donc ça n'a vraiment rien à voir. Quoi? Je sais pas où je suis. Je ne sais pas où tu es. Je me suis perdu en cours de chemin. En effet, tu as raison, c'est bien un film tout à fait australien. Vous voyez, je l'ai pas vu, on va pas vous mentir. Film qui t'avait complètement renversé. Oui. À Venise 2019, il y a 1 an et demi, voilà. Oui. Mais comme Madré, hein, pareil. Mais je savais que ces 2 films, je les retrouverais 1 an et demi plus tard dans mon top, parce que voilà, tout de suite, ça a été une évidence. Et je suis content parce que j'ai l'impression que le film a quand même pas mal fait parler de lui. En tout cas, dans les réseaux cinéma que je suis en France ou en Belgique. Le microcosme. Oui. Dans le film Twitter, le film a quand même eu pas mal de retours, donc c'est bien, pas assez à mon goût, hein, mais parce que ça reste un petit film australien qui passe un peu discrètement, mais je pense qu'il a quand même bénéficié un petit peu de l'effet Little Women, dans le sens où Elisa Scanlon, qui joue une des 4 filles du Dr March dans le film de Greta Gerwig, a peut-être pu bénéficier, voilà, qui est l'actrice principale de Baby Teeth, a pu sans doute bénéficier un petit peu de cet effet, parce que des 4 filles, c'est celles qu'on connaissait absolument pas, hein. Il y avait Saoirse Ronan, Emma Watson et Florence Pugh, que maintenant les gens connaissent. Oui. Elisa Scanlon, personne ne la connaissait à ce moment-là. Et bon, pour le coup, j'avais vu Baby Teeth avant, donc j'étais ok, d'accord. Bon, c'est cool. Un petit step up. Et voilà, je pense qu'elle a quand même bénéficié un petit peu du truc. C'est la fille de Little Women, mais voilà, j'espérais que le film en bénéficie encore plus. Bref, c'est un film incroyable que j'ai revu il n'y a pas si longtemps que ça. Rappelle-nous juste un peu le synopsis. Où elle joue une jeune fille qui a une maladie, je ne sais plus si c'est aussi précis, je sais plus ce que c'est. Elle est en phase terminale, enfin, elle est vraiment... Exactement, elle est en phase, elle est plutôt sur la fin, et elle rencontre un jeune homme un peu qui erre
Il fait pas grand chose de la vie, mais c'est pas une super bonne influence. J'ai eu Jimmy Cricket en tête, mais c'est pas ça. Oui, ok. Mais voilà, c'est un type qui a pas une super bonne influence, mais sa présence lui fait du bien, quoi. D'accord, c'est un peu le David de Été 85. Oui. En quelque sorte. Et voilà, il va l'accompagner, mais il va se servir d'elle parce que son père, sa mère est médecin. D'accord. Donc il peut avoir des médicaments. Des sans drogues. prescription, oui, c'est voilà, ça. Bref, il y a plusieurs choses qui vont se dérouler dans cette histoire familiale difficile, mais c'est un film magnifique, très bien filmé, une superbe couleur, une super musique. Bref, c'est pas pour rien que c'est le numéro 2, quoi. C'est un grand coup de cœur. Exactement. Numéro 1, Thibaut. Tu es essoufflé. Oui. Encore un film que tu n'as pas vu. Pas encore, mais lui, par contre, tu aurais pu. Je vais le voir dans pas longtemps. Ça, c'est sûr. Ça, techniquement, il sera de... sorti au moment où ce podcast passera. C'est un film pour les vacances, mesdames et messieurs. C'est Soul, le nouveau Pixar Disney. Alors, c'est pas tous les ans, je pense que le numéro 1 du top 10 est un film Pixar. En tout cas, il y a souvent des films Pixar dans le top 10, mais là, numéro 1. Bon, en général, il y a bien un film d'animation dans le top chaque année. Non, mais numéro 1. Mais numéro 1, c'est rare. De Pete Docter et Kemp Powers, film d'animation du coup qui sort sur Disney+, le 25 décembre. Ça, c'est la bonne nouvelle. Enfin, qui est sorti. Oui, sans frais supplémentaires. Avec Omar Sy, Camille Cotin en voix française en tout cas, et Ramzy Bedia. J'ai toujours pas vu en français. Film qui a le label Cannes aussi, d'ailleurs. Oui. Cannes 2020. Et là, ça t'a pris une claque parce que c'est par les makers de Vice Versa, hein. Donc c'est ce fameux film il y a quelques années où on voyait les émotions humaines dans le corps humain qui se déchaînaient, etc. Ici, on a l'âme forcément, hein, d'où le titre du film, et les âmes qui... L'apostrophe A-M-E. Oui. C'est pas un film sur l'âme ou la chanteuse. Non. Il serait pas dans le top 10. Oui, c'est ça. Oui, ça c'est un peu bon. Ok. Vous aurez compris. Là, ici, le principe, c'est comme un peu la même chose que pour Vice Versa, mais avec des âmes. Et où est-ce qu'elles sont dans la vie? Est-ce qu'elles sont au début de la vie? Est-ce qu'elles sont en fin de parcours? Et elles se sont perdues? Il faut retrouver le bazar. Bref. Ce sont les coulisses imaginées, en fait. Les backstage de la fonctionnement, voilà. Pensé par Pixar. Et forcément, c'est très beau. C'est très beau. Que émouvant, ça. T'as un univers de jazz. Ah oui. Comme dans 85% des films de cette année. Et ça aussi, c'est à la mode pour l'instant. Donc t'as un univers terrestre, t'as l'univers, le monde des âmes. Comment est-ce qu'on choisit ses centres d'intérêt, ses passions. Enfin bref, tout le fonctionnement imaginé de façon poétique et très joli par Pixar. Avec deux univers musicaux aussi, un univers jazz où la musique a été composée par John Baptiste, et puis l'univers plutôt du monde du monde des âmes qui est écrit composé par Trent Reznor et Atticus Ross. Pas la même chose quand même. Non, mais bon, voilà, ça a été un grand. J'en attendais beaucoup parce que j'aimais bien le peu d'images que j'en avais vu. J'avais pas vu la bande-annonce ni rien, mais j'aimais bien le truc. Puis c'est Pete Docter qui a quand même fait que des bons films, globalement. Donc j'en attendais quand même. Et puis voilà, Trent Reznor, Atticus Ross, c'est toujours un plus. Bref, j'en attendais beaucoup de ce film. Puis voilà, j'ai eu la chance de le voir au cinéma. C'est bien, je me rends bien compte que c'est un grand privilège cette année. Voilà, écoute, je m'attendais pas à voir un truc aussi bon que ça. Surtout, je me dis, ils pourront pas faire mieux que Vice Versa. C'est pas la même chose, mais le principe d'une certaine façon est un peu identique. Et ça fonctionne aussi bien, quoi. Bref, un grand moment. Donc Soul, c'est donc à partir du 25 décembre sur Disney+, ça vous le savez, donc c'est déjà disponible, vous pouvez absolument rattraper ça tout de suite et écouter les différentes critiques dans la description de cette vidéo ou de ce podcast que vous écoutez sur les plateformes de streaming de votre choix. On vous remercie quand même pour cette année, puisque c'est la dernière de l'année. C'est la dernière de l'année, donc c'était quand même une bonne année cinéma, hein. Une bonne année cinéma, on va pas se mentir. Puis une bonne année pour Cinécast aussi. Vous avez été de plus en plus à nous écouter, ça a fait fort plaisir. Très très nombreux. On peut le dire. En progression, pouf. Belle progression. Tout à fait. Oui, non, vous avez été des centaines de milliers. On peut le dire. Hein, on peut le dire. Voilà, ça fait plaisir. Et puis
On espère que 2021 sera mieux. Enfin, ça peut être que mieux, ça peut pas être pire. Bah oui, ça c'est sûr qu'on peut espérer. Hein. Et notamment pour les salles de cinéma, on pense à elles régulièrement parce que toutes fermées. Donc c'est pas évident et on espère qu'on va pouvoir retourner au cinéma tous ensemble et aller voir plein de films et s'éclater devant le grand écran, en mangeant du popcorn. Et quand on voit ce qui va sortir en 2021, d'ailleurs, on... Es-tu en train de faire un petit teasing? Bien sûr, je vends déjà le podcast suivant. On passe en revue un peu les principales sorties de 2021. Ça risque d'être une très bonne année cinéma. Voilà. Et dans toutes les catégories, hein. Il y a des films d'auteur, des blockbusters, il y a de tout. Il y a de tout. On va parcourir ça ensemble très très bientôt. D'ici là. Bref, bonne année. Bonne année.